maison 1, on a le début, le commencement, la naissance. On a la coupure du cordon, le premier souffle, l'arrivée à la vie, la sortie de la matrice. Tout ça, c'est la maison 1. Et donc, cette maison 1, c'est vraiment le tout début de n'importe quel processus. Là, le moment où j'existe, où je suis incarnée et où c'est l'émergence de quelque chose. De la même façon que dans le processus des signes, le bélier, c'est cette idée d'émergence. Gardez bien aussi toute la sagesse des glyphes qu'il y a à chaque fois. Il y a bien sûr cette tête de bélier avec des cornes comme ça, là, mais il y a aussi cette sorte de fontaine jaillissante. Donc, c'est d'un côté logique que dans les caractéristiques bélier de base, on ait ce côté impatient et fonceur. Bah oui, on vient de sortir, quoi. On vient de sortir d'une matrice, là, des eaux matricielles où on était comme ça pendant tant de temps, et puis d'un seul coup, fou. Donc, il y a cette idée dans le bélier de dépêchons-nous, vivons. Voilà. Dans la maison 2, juste après, d'une étape qui est beaucoup plus posée que celle d'avant. Le bélier, c'était tout feu, tout flamme et ça éclate. Et le taureau, ça se pose et c'est lent. Et dans le processus des maisons, autant en maison 1, c'était l'émergence et la naissance, autant en maison 2, c'est « Ah, il y a des trucs, j'ai un corps, je suis là, je suis posée, je suis incarnée. Il y a des trucs concrets. Il y a les barreaux du lit à côté ou la peau de maman ou je ne sais quoi, mais il y a quelque chose de palpable. Il n'y a pas que de la vie comme ça qui jaillit, il y a du rapport à la dimension physique. Donc les 5 sens sont super importants. Dans la maison 2, tout le rapport à la matière et au toucher, c'est super important. Et c'est aussi la maison où je prends conscience de ce qui est à moi et pas à moi. Lien aussi avec le taureau, qui est hyper possessif comme archétype, qui veut sécuriser les choses, sécuriser le compte en banque, sécuriser les biens matériels, etc., etc. Ensuite, en maison 3, encore une fois, en analogie avec le Gémeaux, on cherche à fuir l'énergie taureau d'avant. Donc, bien évidemment, maintenant, avec la maison 3, on cherche à câbler, avoir un câblage mental de comment fonctionne le monde, comment le comprendre. Je vais mettre un truc à la bouche, ça c'est dur, ça c'est mou, ça fait du bruit. Et je commence à faire mes câblages neuronaux de, ok, tel truc, quand je le touche, ça fait telle expérience, ça me fait tel bruit, ça me fait tel vécu. Et je commence à explorer tout mon environnement local, proche, pour pouvoir ancrer à l'intérieur de moi ce que ça fait d'être un être humain qui est moi et qui est vivant dans cette famille-là, avec ses frères et sœurs-là, etc. J'explore l'environnement local et j'en tire des premières conclusions, même si elles sont bien sûr hyper archaïques et un peu primaires, j'ai envie de dire. Mais au fur et à mesure, elles vont s'affiner. Donc, voyez en quoi la maison 3 est reliée aussi, par analogie, à l'archétype du Gémeaux, qui a besoin d'aller explorer, de passer d'un truc à une autre, de tout expérimenter, pour mieux comprendre, pour mieux faire des liens, pour mieux avoir la pensée qui saute de là à là et intégrer les expériences à sa façon. Poser des mots dessus. Et puis ensuite, avec la maison 4, encore une fois, on fuit cette espèce de papillonnage de la maison 3, cette effervescence de la maison 3. On fuit ça à l'étape 4 parce qu'il s'agit maintenant de rentrer à l'intérieur de soi. C'est bien beau d'aller vider les placards et de regarder qu'est-ce qui est dur, qu'est-ce qui est mou, et la chambre du frère et la chambre de la sœur, et de regarder ce que ça me fait d'être dans cette famille, etc. Ok. Mais maintenant, il y a la maison 4, et la maison 4, c'est une énergie d'intériorité et de foyer intérieur. Alors bien évidemment, la maison 4, quand on est tout petit, c'est pas encore notre foyer intérieur, c'est la maison, c'est notre foyer familial. Donc c'est qui est-ce que je suis pour papa,
maman, quelle place j'ai dans la fratrie par rapport aux autres et comment je me sens dans l'ambiance générale de la maison. Quel est mon sentiment de sécurité s'il y en a un, en analogie avec le cancer. Et le cancer recherche une sécurité émotionnelle et familiale qui est presque omniprésente. Donc la maison 4, en analogie avec le cancer, on est vraiment sur comment être dans un élément suffisamment stable et sécure qui me permette de pouvoir plus tard fleurir. Quand on est petit, la maison 4, on a tendance à prendre telle qu'elle est, avec la famille dans laquelle on est tombé. Et il s'agira en thérapie, vous l'avez bien compris avec le cours sur les maisons, de faire le tri entre ce que j'ai pris malgré moi, ce que j'ai gobé en étant plongé dans cette famille-là, et ce que je veux vraiment en faire. Où est mon authenticité à moi là-dedans? Donc c'est pour ça que la maison 4, c'est vraiment l'étape du processus où je peux contacter mon authenticité véritable. Quels sont mes besoins à moi propres, mon identité propre, qui va faire qu'après, en face, en maison 10, je vais pouvoir distribuer ça au monde. Donc là, on est avec l'énergie du cancer, l'énergie de la lune. On parlait de sécurité, cancer, maison 4, en analogie avec la lune. Après, dans la maison 5, quand j'ai trouvé mon socle, dans la maison 4, quand j'ai trouvé ma base, ce sur quoi je m'appuie, où je peux dire, ouais, je suis, c'est moi. Et après, il va s'agir de le manifester. Maison 5, lion. Le lion secoue sa crinière et va dire, tada, vous avez vu, j'existe. Vous avez vu comme j'existe? Non, sérieux, j'existe bien quand même, j'ai la classe, non? C'est parce qu'on a été dans cette intériorité en disant oui, je suis le fils de un tel, la fille de machin, de bidule et tout ça, et qu'on s'est connecté à soi et qu'on a fait le tri entre ce qu'on a pris de notre famille aveuglément et ce qu'on veut réellement. C'est quand on a opéré tout ça qu'ensuite une étape du vrai moi, d'un certain vrai moi, peut se manifester après en maison 5. Alors bien sûr, quelques tours de spirale plus loin, le vrai moi, il sera peut-être plus tout à fait pareil parce qu'on va repasser par la maison 4. Mais n'empêche qu'à un moment donné, manifester qui on est en train d'être dans une certaine spontanéité, c'est la proposition de la maison 5. Celle qui va cesser de rester enfermée dans le cocon sécure de la 4, qui va sortir de l'œuf pour dire génial, youpi, hurrah, amusons-nous. Et pour, en général, aussi proposer quelque chose, créer quelque chose, donner sa note à soi. Parce que si en maison 4, je me suis contactée en profondeur, en maison 5, je me manifeste, donc ça veut dire que je vais commencer à manifester quelque chose de moi, quelque chose qui est unique et qui m'appartient en propre. Donc, bien sûr, maison 5, la créativité, l'expression du moi, l'affirmation du moi, etc. Et bien sûr, en analogie avec le soleil. Le fait on pourrait presque dire de se mettre en scène, d'une certaine façon. Ensuite, on arrive à la maison 6, qui est aussi, c'est important d'avoir en tête que c'est la toute dernière des maisons de la construction du moi. La 6, c'est la toute dernière des maisons nocturnes, on va dire. Donc, la maison 6, en analogie avec la Vierge, et avec, encore une fois, un Mercure un peu différent du Mercure Gémeaux. Certaines personnes ajoutent Cérès aussi par rapport à la Vierge, l'astéroïde Cérès, et c'est franchement pas déconnant de l'imaginer comme ça. En tout cas, voilà, on est dans cette énergie maintenant de « Ok, c'est bien, je me suis bien exprimée, j'ai fait la fête, j'ai dit youpi, hurrah, j'ai montré qui j'étais, je me suis manifestée au monde. C'est bien beau, mais maintenant, il va falloir quand même être à la hauteur. Il faut peaufiner le truc, il faut peaufiner le geste.
D'accord, j'ai fait un dessin et tout le monde a fait « Oh, c'est joli, c'est bien beau », mais après, ils passent tous à autre chose. Attends, et mon œuvre, faut peut-être que je travaille mon pinceau, mon art. Et que ce soit de l'ordre de la créativité ou autre chose, ce n'est pas vraiment la question. La maison 6, d'ailleurs, ne nous parle pas de créativité, elle nous parle de parfaire le geste, revenir 1001 fois sur notre ouvrage avec humilité pour réussir à élever les choses à quelque chose de plus sain, de plus parfait, de plus pur. L'archétype vierge va chercher le blanc immaculé, la pureté. Donc en maison 6, c'est vraiment la maison où maintenant on essaye de s'améliorer, de se perfectionner. On s'est manifesté de façon spontanée en maison 5, mais maintenant, il faut le faire de façon pro, en gros. Il faut assurer pour que ça devienne quelque chose de bien huilé. Et puis, d'une façon un peu plus transpersonnelle, même si on n'est pas dans une maison transpersonnelle, on peut quand même la voir aussi de cette façon-là. La maison 6, c'est la maison du labeur et du travail dans son sens noble, c'est-à-dire la maison où je vais contacter l'humilité, l'humus, mettre les mains dans la terre pour me dire « je suis que ça aussi ». L'étape lion avant, c'est « waouh, je suis tout ça ». L'étape d'après, c'est « oui, c'est vrai ». Et en même temps, les mains dans la terre, le genou au sol, et je ne suis que ça. Donc, calmos, le lion intérieur, un peu d'humilité aussi, quoi. La maison 6 nous posera toujours la question de qu'est-ce que je sers? Est-ce que je suis dans la servitude ou est-ce que je suis dans le service avec un S majuscule? Et dans ce cas, on passe à quelque chose de plus transpersonnel quand on passe au service. En tout cas, c'est l'étape du processus où j'apprends à être au service de quelque chose. Et si votre consultant, il a tout ça de planète en maison 6, une des premières choses qui peut vous venir, c'est « waouh, quelle pression ça doit être !» Dans la maison du devoir et du labeur et de « j'essaie de m'améliorer », il y a tout ça. Donc, il y a ça aussi, il y a cette immédiateté de ressenti que vous allez avoir en découvrant, en rencontrant le thème natal de la personne pour la première fois. Ça aussi, ça va compter. D'ailleurs, on en parlera dans les autres années, mais quand on parlera vraiment de l'accompagnement, mais je vous conseille de toute façon d'avoir une première rencontre avec la personne sans son thème natal, la toute première. Et à partir de la deuxième, travailler avec le thème natal. Pour que dès le départ, vous ne soyez pas, qu'il n'y ait pas une espèce de lecture mentale qui vienne se mettre au milieu entre l'être et l'être. Donc ensuite, la maison 6 est terminée et puis c'est le moment de l'étape d'après avec la maison 7. Donc la maison 7, le moment où on passe le clapet des maisons nocturnes aux maisons diurnes. Donc à la maison 7, on rencontre l'autre, on collabore avec autrui, où on se marie, on s'engage, on s'associe, on fait binôme, on fait couple, etc., etc. On est dans la relation. Alors que jusqu'à présent, c'était la construction de soi. Dès le début, en lien avec les autres. Et le concret, le matériel, le corps, et les frères et sœurs, et papa, maman, etc. Oui. Mais ensuite vient la question vraiment de la relation. De comment je suis en relation. Donc, bien évidemment, c'est relié à la balance. Maison 7, balance. Et balance, c'est bien évidemment aussi, comme pour le taureau, relié à Vénus, même si ce n'est pas tout à fait la même Vénus. Voilà. Alors, par rapport à la maison 7, bien sûr, on va ici apprendre à utiliser un petit peu tout ce qu'on a vécu dans les processus d'avant pour rencontrer l'autre. Pour aller à la rencontre de l'autre avec qui on est et avec cette étape d'avant de
j'ai bien bossé, j'ai essayé de parfaire le geste, de revenir plein de fois sur mon ouvrage, parce que maintenant arrive la relation, arrive la rencontre avec l'autre, et que se rencontrer, c'est aller dans l'univers inconnu de qui est l'autre aussi. Donc il y a un saut là à faire. Se quitter soi pour aller dans le... On sort du jeu pour aller dans le nous, de la 6 à la 7. Et ça aussi, c'est important de l'avoir en tête. Quand vous avez une personne en thérapie qui a plein de planètes dans la maison 7, eh ben voilà, quelle place a l'autre? Qu'est-ce qui reste pour le jeu? Est-ce que la personne réussit à contacter suffisamment son jeu ou pas? Ou est-ce que justement c'est problématique, etc., etc. Puis ça dépend des planètes en question, il faut voir tout le thème, mais c'est toujours très parlant de voir une maison 7 très habitée ou n'importe quelle autre maison très habitée. Donc voilà, ici j'apprends la collaboration et je m'engage dans la relation, j'apprends la mutualité. J'apprends à me dire, tiens, on peut dire on à cette étape-là, on peut dire on. En maison 8, cette fois-ci, c'est la suite de la 7, c'est le jus donné par la 7. Donc c'est le fruit de la relation, c'est tout ce qui est commun qui vient d'une relation. Alors ça peut être l'argent du couple, ça peut être les héritages dans le sens quelque chose qui vient d'une autre relation et qui me vient ensuite à moi. C'est tout ce qui n'est pas concret, c'est tout ce qui est là et qui peut advenir mais qui n'est pas encore là. Alors qu'en maison 2, par exemple, on avait l'argent, les billets qu'on peut toucher, palpables. En maison 8, on a les spéculations boursières, par exemple. Et donc, en maison 8, on a tout ce qu'on ne voit pas. Le psychique, on ne le voit pas. Ce qui se passe, la psychologie des uns et des autres, on ne le voit pas. C'est maison 8. Tout ce qu'il y a dans les coulisses, tout ce qui n'est pas dit, les secrets, tout ce qui est occulte, tout ce qui est de l'ordre de la magie, de la sorcellerie, tout ce qui est dans l'ombre, en fait, hein, en analogie avec le scorpion, tout ce qui est dans l'ombre est dans cette maison 8, cette maison 8 qui représente vraiment le passage à traverser pour plonger dans les profondeurs, tout ce qui n'est pas dit, pour traverser la crise, traverser le deuil, traverser nos noirceurs, intégrer notre ombre, pour pouvoir ensuite, du coup, nettoyer cette relation-là qu'on a eue en maison 7. On s'engage, d'accord, on collabore, on s'associe, ok. Mais il y a une énergie qui naît de ça. Il y a une entité couple, il y a une entité formée par la rencontre et qui n'est pas spécialement dite ou palpable. Et ça, c'est dans la maison 8. C'est la rencontre des deux inconscients, on pourrait dire aussi. L'inconscient de moi et de l'autre. Donc forcément, ici, dans cette maison, elle est souvent peu claire. Pourquoi elle est peu claire? Bah oui, elle est plongée dans le sombre. Donc c'est pas facile, elle n'est pas facile à appréhender. C'est la maison de toutes les transformations, c'est le creuset des alchimistes. C'est là où il y a une mort pour qu'après il y ait une renaissance vers quelque chose de neuf. Là où il va rester plus que l'essentiel. On a dit que c'était en lien avec Pluton, vous vous rappelez? Pluton ne garde que l'essentiel. Donc, ici, à cette étape 8, la relation que j'ai connue en maison 7, ici, eh bien ici, la relation me permet de mourir au moi-même que je pensais être avant pour pouvoir me contacter comme personne enrichie de ça, enrichie de la relation. C'est accepter de me laisser transformer par l'alchimie de la relation. Et voilà pourquoi aussi c'est la sexualité. Pas juste parce que l'orgasme est appelé la petite mort, c'est parce que c'est le moment, le moment de la rencontre sexuelle, c'est un moment de fusion des énergies à la Scorpion.
Ensuite, on arrive à la 9. Ah, alors cette fois-ci, après avoir bien nettoyé ce qui avait besoin d'être nettoyé dans la 8, d'avoir commencé à intégrer une partie de mon ombre, j'arrive à la 9. Je me pose la question du sens de tout ça. Ok, du coup, on va où? C'est quoi la direction? Le sens dans les trois sens du terme. Quelle est la direction à suivre? Qu'est-ce qui donne du sens en termes de valeur? Et la signification, tout simplement. Et la définition de que veut dire telle chose? Signification, valeur et direction. La maison 9, c'est la question du sens et de la quête de sens. Voilà pourquoi elle est reliée à la notion de philosophie. Quelle est ma philosophie ou quelles sont mes philosophies de vie? Qu'est-ce qui va être une sorte de socle de pensée pour pouvoir me mettre mon cap quelque part et filer? En analogie avec le Sagittaire, le centaure, qui est les 4 sabots au sol et qui bande son arc vers une étoile en particulier. Le signe en face, de l'autre côté, en Gémeaux, il choisissait tout, il butinait comme l'abeille partout, les fleurs, la pollinisation. Sagittaire, le but est fixe. L'étoile est une étoile choisie, il y a un objectif, pas 15 000 en parallèle. Donc ici, on est à une étape d'identifier ce qui donne du sens pour y aller. Donc, on va chercher une certaine sagesse, on va chercher à se relier à tout ce qui peut donner de la signification et donc aussi au passage calmer les angoisses parce que dès qu'on trouve des significations et du sens, ça va tout de suite déjà mieux que de rester dans un non-sens, tout simplement. On peut aussi découvrir à cet endroit le monde du symbole, le monde analogique, le monde de toutes les analogies, des métaphores. Découvrir le tarot, le yiking, l'astrologie, le symbolisme de toutes les façons dont il peut exister, le symbolisme des fleurs, tout ce qu'on veut. Les systèmes symboliques vont appartenir à cette maison 9, en analogie avec ce Sagittaire, parce qu'ils donnent des significations. Ils portent des briques de sens. Donc, c'est aussi la maison, puisqu'on vise un point précis, un objectif précis, c'est aussi la maison où on peut rencontrer une voie spirituelle qu'on aurait choisie. C'est celle-ci que je vise et pas une autre. Et donc, je vais m'engager dans cette religion et y mettre toute ma foi, tout mon cœur. Parce que la religion va donner une direction, un sens avec des valeurs et des significations pour calmer l'angoisse. À l'étape d'après, une fois qu'on a fait check, on ne fait jamais check bien sûr, mais vous comprenez dans le processus, on passe à la maison 10. Donc du coup, on a effectué tout ce parcours de la 1 jusqu'à la 9. Et maintenant, on peut contribuer à la société, à la communauté. Qu'est-ce que je vais pouvoir apporter à la communauté? Maison 10, milieu du ciel, tout là-haut. Eh bien, si par chance, j'ai bien travaillé ma maison 4 et tout ce qui s'y trouve, et toute mon authenticité, et tout ce que j'ai découvert comme joyau et comme pépite à l'intérieur de moi, tout ce qui m'est propre, tout ça va rejaillir en maison 10. Et donc, toute la communauté autour va pouvoir en profiter. Donc, c'est en ça que l'expression de Luc Bigé, la plus grande contribution qu'on peut faire au monde en maison 10, je la trouve très juste. C'est la plus grande contribution qu'on peut faire au monde parce que c'est donner de soi, en fait, du vrai soi, entre guillemets, de quelque chose qu'on a dépollué, détoxifié. Donc ici, si on s'imagine une fleur avec des racines dans la maison 4, la tige tout du long qui traverserait le cercle du zodiaque, en maison 10, c'est le moment de l'éclosion de la fleur qui va délivrer son parfum, mais son parfum unique, justement. Pourquoi unique? Parce qu'il vient de la 4. Donc, en maison 10, c'est l'appel, c'est la vocation. Vocation, d'ailleurs, ça vient de appel, vocare.
c'est la carrière dans le sens ce que seul moi, je peux faire de cette façon-là. Ce n'est pas mon travail alimentaire qui serait beaucoup plus dans la maison 6 à l'arrière. Là où je fais des efforts et où je sue de mon front. Dans la maison 10, c'est à quel point est-ce que je donne de moi, de tout ce que j'ai découvert à propos de moi, sur moi, en moi, pour que ça puisse servir à la communauté. Voilà. Je ne vais pas parler, pardon, avec la maison 10, le Capricorne, l'analogie avec le Capricorne qui, tranquillement et sagement et en prenant son temps, dans un juste timing, s'élève, vise une structure, vise de faire partie de la communauté, et même s'il est à la fois un signe qui reste souvent dans une certaine réserve, il est là pour le collectif, le Capricorne. Le Capricorne lumière vise un statut élevé dans le collectif, en analogie avec la maison 10. Et avec Saturne, puisqu'à chaque fois on a fait aussi le lien avec la planète. Donc d'où l'importance en maison 10 d'être suffisamment saturnien, d'avoir intégré son Saturne dans la marée solaire. Hein, parce que sinon, on va faire n'importe quoi à l'endroit de la carrière. C'est l'ego qui va s'en emparer. Alors que si on intègre Saturne, à la place de se servir, on va servir. C'est pas la même. Donc ensuite, avec la maison 11, arrive le mécontentement. Trouver sa place dans la société, se sentir à sa juste place, disséminer les pépites qu'on a découvertes dans la maison 4, c'est génial. Mais dans quel monde on vit, franchement? Qui serait pleinement épanoui de trouver sa place dans un monde aussi malade et pourri que celui dans lequel on est? Donc arrive la maison 11 qui dit non, merde, changeons les choses. Déjà, il y a plein de gens qui ne vivent pas ce que moi je vis, qui n'arrivent même pas à nettoyer leur maison 4 et à aller fleurir dans leur maison 10. Et moi, je devrais me contenter de ça? Non. Mécontentement. Quel avenir je veux pour demain? Comment est-ce qu'on peut coopérer tous ensemble pour construire un demain, j'allais dire meilleur, pas si pire? Donc, bien évidemment, ici, on est vraiment dans des maisons transpersonnelles. Pourquoi? Parce qu'ici, on voit bien que les choses mettent du temps à se mettre en place et que les graines qu'on va semer, les graines du changement qu'on va semer aujourd'hui, très clairement, on ne verra pas l'arbre pousser. On est au-delà de la personne, on est dans du transpersonnel. Là, on sert plus haut que soi, on sert la vie. On sert la vie, on sert l'amour, on sert le sens. On sert les valeurs de cœur, les valeurs humaines. On est dans la maison 11 en analogie avec le Verseau, avec fraternité, liberté, égalité, avec ces trois mots bien chers à notre France et si peu incarnés et habités. Et donc, on est vraiment là-dedans. On est vraiment dans « Ok, bougeons les choses ». On va dire non, on va se rebeller contre ce qui n'a plus lieu d'être, contre la structure rigide qu'il y avait avant, avec la maison 10 et le Capricorne. Non, explosons les trucs, explosons les chaînes. Et là, on a Uranus. Verseau, Uranus, maison 11. Uranus, ça pour en péter des chaînes, il en pète. Hein. Uranus, la libération. Donc voilà, ici, on est sur du transpersonnel. Pourquoi? Parce que dans l'idéal, c'est pas pour le moi, c'est pas pour le moi-je qu'on est dans la 11. Et c'est pas pour le plaisir d'être dans la collectif et boire un pot avec les copains dans l'association. C'est parce qu'on est touché profondément par le collectif et qu'on vise un mieux-être, un mieux vivre ensemble plus intelligent, plus interconnecté, plus fraternel. Et on arrive cette fois-ci à la toute fin du processus avec la maison 12. Cette fois-ci, ça y est, c'est la dernière maison. Et c'est la maison qui est reliée au Poisson et à Neptune. Donc. Et dans cette toute dernière maison, voilà, en fait, on a symboliquement tout fait.
On a vécu toutes les étapes et c'est le moment de « Ok, j'ai fait ce que j'ai pu, maintenant je me retire ». C'est le retrait, c'est la retraite. Alors, pourquoi la maison 12 est soit une maison de coupure du monde et de sécheresse, de repli sur soi, soit une maison d'ouverture à Dieu, parce que dans le retrait, dans le temple, dans le retrait, on peut être soit dans une tour d'ivoire, bien asséchée, décrépite, soit dans un temple, soit dans un cloître choisi, un retrait du monde qui est plein, qui n'est pas retiré du tout en fait. On peut être dans la maison 12 et être constamment, ne jamais sentir une once de solitude ou d'isolement, bien au contraire. Mais c'est aussi une maison d'un nécessaire isolement du monde pour connecter avec le plein. Le plein qui est au-dedans et au-dehors à la fois. Le plein qui est uniquement au-dedans, c'est la maison 4. Mais le plein de la 12, il n'y a pas de, par définition, il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de, il y a pas de compartiment. Il n'y a pas d'étiquette à poser, c'est la 12. C'est l'unité, c'est tout. C'est le poisson. Le poisson, il est dans l'eau, il n'y a pas, tiens, là, c'est chez toi, et à partir de cette goutte d'eau-là, c'est chez moi. Et non, tout est confondu. Donc, on est dans l'univers de l'infini, de la transcendance, du contact direct avec ce qu'on appelle Dieu. On est cette fois-ci non plus dans la maison 9 en train de théoriser ou de prier ou de mettre toute sa ferveur dans sa spiritualité. On est en maison 12 en train tout simplement de la vibrer, de l'habiter à chaque instant. On est en contact direct et permanent dans le muscle avec la divinité, avec le tout, la totalité, le soi, le Dieu. Encore une fois, je ne veux certainement pas enfermer tous ces termes-là dans un seul terme parce que ce serait aller à l'encontre de la maison 12 et de cette chose qui n'en est pas une et qui est tout à la fois. Mais bon, quand on en parle, parfois, il faut bien trouver des mots et c'est là où c'est pas facile. D'ailleurs, le poisson, en analogie avec la maison 12, a beaucoup de mal à trouver les mots. Je parlais avec des gens qui sont très marqués par l'archétype poisson, qu'ils aient le soleil en poisson ou pas, mais qui ont vraiment une énergie poisson qui est forte. Si seulement j'avais les mots. C'est souvent une phrase qui est dite. Hein. Je sais pas, je le sens, mais j'ai pas les mots. Ben non. Les mots, c'est en face, hein, c'est en vierge. Hein. C'est le signe qui découpe, qui analyse, qui va dire alors, non, c'est pas exact. Tu veux pas dire ça, tu veux dire discernement plutôt. Hein. Oui, tout à fait. Ça, c'est la vierge. Le poisson, il va dire ah, oui. Je sais, j'ai compris. T'as compris quoi? J'ai compris. et il l'aura senti. Sa façon de le comprendre, c'est d'être dans cet univers, dans cet infini, d'être dilué, Neptune, dissolu, dilué dans l'un. Raison pour laquelle c'est important de faire bien la synthèse entre chaque axe, hein, de faire en soi la synthèse vierge-poisson, comme toutes les autres synthèses des archétypes. Voilà, donc c'est la maison monastère de la maison 12 peut être vécue soit dans une solitude terrible, un isolement terrible, un enfermement ou un retrait, soit dans une béatitude mystique et christique. Ok ?